Bonsoir à tous et bienvenue sur le Gonecast. On est en fin de retour, oui enfin, parce que après tous ces Gonecasts annulés ou repoussés, nous sommes désolés, mais bon, les problèmes d'ordinateur de notre producteur Lucas d'Inside Guns nous ont poussé à annuler nos différents rendez-vous. Alors on a manqué beaucoup de rendez-vous ces derniers temps, notamment la Ligue des Champions et puis bien évidemment l'annonce de cette saison, celle qui vous a un peu tous ravis, on le pense bien. C'est la fin du calvaire Bruno Genesio. On va en parler ce soir de cette situation autour du coach de l'Olympique Lyonnais. Mais avant ça, on va parler de ce qui aura lieu demain. C'est le match contre Angers. Et donc la question, est-ce que Lyon peut-il perdre sa troisième place à force de penser à vouloir rattraper Lille? Lyon est à deux doigts de perdre sa troisième place puisque l'AS Saint-Etienne est à 3 points et l'Olympique de Marseille est à 5 points. Donc comme je vous l'ai dit, on va parler de Bruno Genesio et enfin en fin de podcast, on va vous poser la question: quel coach voulez-vous à la tête de l'Olympique Lyonnais pour la saison prochaine? Vous pouvez répondre sur Twitter à un sondage, les choix possibles, Gallardo, Blanc, Vieira ou encore Christophe Galtier. Et pour nous faire pardonner d'avoir été absent pendant cette longue période, notre généreux chroniqueur Yaman vous offre 2 places pour le match de demain soir entre Lyon et Angers au Groupama Stadium. Donc vous pouvez participer sur le compte Twitter d'Inside Guns. Tout se passe là-bas. Et donc, on va commencer par toi, Yaman. Merci déjà de nous donner ces places, de donner les places aux gens qui écoutent le Goncast. Comment tu vas, Yaman? Ça va bien, ça va très bien. Toujours un plaisir de faire plaisir aux supporters lyonnais. Enfin, faire plaisir, on verra. Oui, parce qu'avec les résultats qui ont précédé la rencontre de demain, à mon avis, on ne va pas assister à un grand match de football. Mais bon, en tout cas, on espère qu'il y aura deux heureux élus à la fin de ce Goncast pour pouvoir aller au Groupama Stadium demain soir. Un Groupama Stadium dans lequel on retrouvera notre ami Olimas. Bonsoir Olimas. Bonsoir à tous et un grand plaisir d'être ici après une longue attente. Est-ce que tu es prêt pour l'union sacrée qui aura lieu demain autour de l'Olympique Lyonnais? Il n'y aura pas d'union sacrée pour moi, mais oui, je suis prêt pour demain. Très bien. L'union sacrée n'existe plus, mais après, on sera là pour soutenir, ça, il n'y a pas de souci. Et donc enfin, on aura avec nous ce soir Sandokan, l'habituel présent au rendez-vous et toujours autant amoureux de Bertrand Traoré. Comment tu vas, Sandokan? Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Je vais très bien, libéré, donc je me sens bien. Eh ben alors, on est très content pour toi. Alors, messieurs, ce soir, on va aborder, comme je vous l'ai dit, en premier lieu la fin de saison et le match contre Angers demain. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que Lyon risque de perdre sa troisième place au classement? On rappelle, pour rappel, Lyon a 3 points d'écart avec l'AS Saint-Etienne et 5 avec l'Olympique de Marseille. Dans le même temps, ce week-end, l'Olympique de Marseille se déplace du côté de Guingamp et l'AS Saint-Etienne se déplace du côté de Reims. Est-ce que pour vous, Lyon, ce week-end et dans le futur, puisqu'il reste que 6 matchs, peut perdre sa troisième place au classement de Ligue 1? Yaman, Sandokan, Olimas. Moi, je vous laisse en premier. Je répondrai après. On va commencer par Yaman, tiens. D'accord. Bon, bah alors la question c'est est-ce que Lyon risque de perdre sa place? Si on veut mesurer un peu le risque, on va un peu faire une lecture sur le tableau du classement. Donc on peut remarquer que l'OL a seulement 3 points d'avance sur Saint-Etienne et 5 sur Marseille. L'OL va jouer le LOSC qui est inarrêtable. L'OL va jouer contre Marseille également. Et donc le risque, il est bien réel. Une défaite, une ou deux défaites dans ces deux matchs-là. Et on peut pratiquement dire adieu à la troisième place, ou presque, à moins que Saint-Etienne et Marseille ratent complètement leur fin de saison, mais enfin, sauf contre nous. Mais oui, le risque, il est bien réel. Et j'espère que bon, ça va un peu booster la motivation des joueurs pour essayer de se débrouiller sur cette fin de saison et essayer au moins d'assurer le nécessaire. Pour rappel, ce week-end, Lyon donc, accueille Angers, alors que Marseille se déplace à Guingamp. Guingamp qui doit absolument se sauver, même si ça va être très compliqué pour eux. Et la Saint-Etienne qui va du côté de Reims, Reims espère peut-être sûrement jouer les troubles faits pour une place en Europa League. Est-ce que c'est pas ce week-end que Lyon doit absolument gagner au Limass? Ça fait déjà un moment que Lyon doit absolument gagner, mais après, ce week-end,
Oui, après Saint-Étienne a un calendrier plus compliqué que les deux Olympiques, puisqu'ils vont à Reims et ils vont aussi à Monaco. Il me semble qu'ils ont aussi un autre. Enfin, ils ont des matchs pas simples jusqu'à la fin de la saison. Ils auront, en détail, le calendrier de Saint-Étienne. Donc, c'est un déplacement à Reims ce week-end. Ils accueilleront le Toulouse Football Club la semaine d'après. Ils iront à Monaco. Ils accueilleront Montpellier, Nice. Et ensuite, dernière journée, déplacement à Angers. Voilà, c'est même la réception de Montpellier-Nice, c'est quand même pas simple. C'est On sait que deux Montpellier et équipes Nice, qui ils vont ont, se battre pour ils ont envie l'Europa de bien League. finir. Ils ont envie de bien finir. Après, Marseille a un calendrier plus simple. Mais Marseille est à 5 points, contrairement à Saint-Étienne. Mais je pense que il y a que l'OL qui peut s'écrouler, en fait. Je pense pas que les autres ont la capacité d'être devant. Après, le souci de l'OL, ça va être d'aller gagner à Bordeaux. Si demain on pense qu'il y a la victoire, normalement, autrement on peut dire adieu déjà avec des champions, mais ça va être à Bordeaux et quand tu vois Bordeaux chez eux contre les gros, en général ça se passe toujours bien pour eux. Là, tu peux avoir quand même des craintes. Je pense pas qu'à domicile contre Lille, on risque de perdre. Mais à mon avis, si on perd la place, c'est à l'extérieur. Maintenant, demain, il n'y a pas le choix. Il n'y a clairement pas le choix. Donc, voilà. Mais je pense pas que Saint-Étienne va. Je pense même que Saint-Étienne va finir derrière Marseille. Et je pense que le danger numéro 1, c'est Marseille surtout. C'est surtout l'OL. On a parlé du calendrier de l'AS Saint-Étienne. Sandokan, je vais te poser la question à toi. Marseille jouera demain, après-demain, samedi, à Guingamp. Ils accueilleront la semaine d'après Nantes. Ensuite, ils iront à Strasbourg. Ils nous accueillent à 3 journées de la fin, pardon, au stade Vélodrome contre l'Olympique Lyonnais. Ensuite, ils iront à Toulouse avant d'accueillir Montpellier. Au vu des calendriers, toi, Sandokan, tu as plus peur de Marseille ou de Saint-Étienne? Je suis plutôt d'accord avec Olimas. Pour moi, le danger, c'est Marseille. Je vois mal Saint-Étienne tenir le rythme parce que pour l'instant, ça gagne, mais c'est pas flamboyant non plus. Mais ce qui est important, je pense, à souligner, c'est que derrière, ouais, ça arrive à toute berzingue, mais c'est à l'OL c'est à l'OL de tenir son rang parce que si on finit derrière, c'est que nous, on aura vraiment terminé la saison, mais de manière lamentable. Donc oui, il faut regarder dans le rétro, mais en même temps, faut se concentrer sur son jeu parce que le problème, il est de là. C'est même pas que les deux derrière tiennent un rythme phénoménal, hein. Les deux derrière, c'est pas Lille. C'est-à-dire que les deux derrière jouent leur match, ils en gagnent plus que nous dernièrement, mais c'est pas non plus foufou. Donc je pense qu'il faut surtout tenir une ligne de conduite, absolument gagner demain et continuer sur ce rythme jusqu'à la fin de la saison pour vraiment assurer le minimum compte tenu des objectifs du début de saison. Quand tu dis c'est pas Lille, même Lille depuis 3 mois, c'est quand même pas ça. Après, ils ont eu dernièrement la victoire contre le PSG, mais je veux dire, c'est tellement. Enfin, on est à un point où c'est assez ridicule, quoi. Ouais. Parce que Lille, on aurait déjà dû rattraper Lille depuis longtemps et on va jamais les rattraper. Donc, bref. D'ailleurs, si tu fais bien de parler de Lille, puisqu'on a 8 points d'écart avec Lille, Lille qui a gagné contre le PSG dimanche dernier. Je n'ai pas le calendrier de Lille malheureusement avec moi, mais bon, 8 points à 6 journées de la fin, ça semble être trop compliqué pour l'Olympique Lyonnais. L'OL doit surtout regarder derrière. Je n'ai pas parlé du calendrier de l'Olympique Lyonnais, hein, nos principaux intéressés du jour. C'est Angers, donc demain soir. Ensuite, on se déplace du côté de Bordeaux. Ensuite, on accueille Lille, qui aurait pu être le match pour la deuxième place. Après, on se déplace à Marseille, on accueille Caen, et ensuite on va à Nîmes. Donc, hormis Nîmes et Bordeaux, qui ont l'air de plus jouer grand-chose, on va affronter quand même, et Angers, pardon, qui est 12e du championnat. On affronte quand même de suite Lille, Marseille et Caen. J'avais oublié Marseille. Et Marseille au Vélodrome, alors certes ces dernières années ça nous réussit plutôt bien, mais on sait jamais, est-ce que c'est finalement quand on regarde les calendriers, c'est pas celui de Lyon qui est le plus compliqué? Si, mais c'est plus compliqué, mais l'OL a un meilleur effectif que Saint-Étienne, donc dans l'absolu, je sais pas si tu arrives à Marseille et que tu as 5 ou 6 points d'avance, il y aura ça va, quoi. Mais il faut avoir les 5 ou 6 points d'avance, c'est-à-dire qu'il faut gagner contre Angers, il faut gagner à Bordeaux, il faut gagner contre Lille. Voilà. Malheureusement, ça risque d'être difficile, quoi. Après, je veux dire, quand tu joues à la maison contre Caen, ils sont nuls. Et Nîmes, ils joueront plus rien à la fin de la saison. Après, ils ont envie d'accrocher un gros, mais ça se trouve, ça sera déjà fini avant Nîmes, hein. Dans tous les sens, d'ailleurs. Ce sera peut-être aussi fini
pour Caen, parce que ça dépendra de la d'accord. situation de Caen, mais si Caen n'a plus rien à jouer à l'avant-dernière journée, en plus c'est chez nous, on verra la situation de Caen. C'est sûr que si Caen est dans une position, s'ils font un résultat à Lyon, de se sauver, on aura un très gros match à jouer. Si c'est fini pour Caen, ça peut être une victoire assurée pour l'OL. Mais quand on regarde les derniers matchs, quand même, Lyon qui a enchaîné depuis Barcelone les défaites, est-ce que même si, on va revenir plus tard sur le cas Bruno Genesio, même si le coach samedi dernier a annoncé qu'il arrêtait en fin de saison, est-ce que pour vous, le fait qu'on ait entamé une dynamique très, très négative, ce n'est pas trop tard pour remonter la pente? Je rajoute juste avant que les autres prennent la parole, juste Bordeaux, sur les 9 derniers matchs, il y a une seule victoire, hein, contre Marseille. Autrement, c'est des matchs nuls et des défaites. Donc, On sait on tout ce que doit ça aller veut gagner dire à avec Bordeaux. l'OL. Voilà, mais oui, mais on doit gagner à Bordeaux, c'est tout. Montpellier est allé gagner à Bordeaux. Autrement, ils ont fait un partout contre Rennes. Ils ont fait un partout 0-0 contre Guingamp. C'est une catastrophe. Ils viennent de perdre 3-0 contre Bordeaux, donc contre Saint-Étienne. Donc voilà. Maintenant, je vous laisse les autres répondre. Ouais. Je sais pas Après, quelle était la j'ai question. Je ne entendu. me rappelle plus la question. Non, même moi, tu m'as fait perdre ma question. J'étais en Est-ce train qu'il de est trop revoir tard les. pour remonter C'était la la pente? dynamique. Est-ce qu'il est trop tard pour remonter la pente? C'est ça la Oui, oui, question. voilà, c'est sur ça parce que je regardais les derniers résultats de l'OL quand même. Il y a des défaites contre Dijon, contre Nantes. Euh, C'est catastrophique. Ouais. c'est catastrophique. Demain, on affronte un club à peu près du même style avec Angers. Est-ce que même si Bruno Genesio a annoncé son départ en fin de saison samedi dernier, est-ce que c'est trop tard pour inverser la dynamique? Non, pour Yaman. moi, c'est pas trop Je tard. pense pas. Franchement, Ouais. je pense pas. Je pense que vu les événements récents qu'on va discuter après, même si c'est pas le même effet que virer un entraîneur et relancer la machine, je pense que ça peut quand même les réveiller un peu, quoi. Ça, je fais post 3 défaites de suite, post Genesio. J'espère une réaction, quoi. Une prise de conscience. Quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Après, on sait qu'avec l'OL, tout peut tourner très vite. On se rappelle peut-être en début de saison, on n'avait pas fait un début de saison idéal. On avait fait une défaite contre Reims, un peu plus tard une autre défaite contre Nice. On se rappelle le match frustrant de fin août. Ensuite, on a fait un match nul contre Caen et donc la dynamique a été très négative. Ensuite, on est allé à City pour gagner. Donc, on sait qu'avec l'OL, ça peut tourner très très vite, même beaucoup plus vite qu'on puisse l'imaginer. Et d'ailleurs, il y a l'autre enjeu qui est, voilà, je ne sais pas combien de joueurs peuvent être concernés par cet aspect-là, mais il y a l'aspect d'absolument pas terminer derrière Saint-Etienne. Parce que voilà, Saint-Etienne aussi, pour moi, Saint-Etienne aussi, ils sont boostés par cette idée-là. Ils sont à 3 points de l'OL, ils peuvent nous Mais bousculer et aller chercher excuse-moi la de te troisième couper, place. Yaman, Oui, sur vas-y. ça, mais moi je suis quand même très sceptique sur le côté AS Saint-Etienne rivalité. Aujourd'hui, on a quand même un effectif certes, il y a des gens du centre, qui sont de Lyon, qui ont vécu avec cette rivalité, mais il y en a d'autres, je pense, au sein de l'effectif, qui s'en fichent un petit peu. Et je suis pas sûr que ce côté, voir Saint-Etienne absolument à 3 points, je pense qu'aujourd'hui, les joueurs voient l'OM à 5, voient qu'il y a un match contre l'OM. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs ont peut-être un peu plus peur de l'Olympique de Marseille que de l'AS Saint-Etienne. Et même C'est si très possible. Saint-Etienne devait venir à notre hauteur, je suis pas sûr que les joueurs, il y aurait une réaction, à part chez des mecs comme Anthony Lopez ou autres, mais je suis pas sûr que chez tout le monde, il y aurait une réaction. Oula, la Saint-Etienne est est à égalité avec nous. Je suis pas sûr que Ouais, la je suis d'accord. rivalité qu'on a avec les Non, mais supporters ait vraiment quelque chose, un impact sur les joueurs. la Je suis simple d'accord. réaction, c'est les joueurs qui doivent la prendre, dans le sens où il ne faut pas qu'ils ratent la fin de saison, parce qu'ils vont rater complètement pour la plupart, hein, il y en a qui vont partir, ils vont rater complètement leur fin d'histoire à l'OL. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pardonnera pas. Enfin, on s'en fout, mais ça sera une tâche, en tout cas. Là, Et si tu termines quand, troisième, au moins, tu sauves l'honneur. Et bon, certains vont partir, mais on oubliera au bout de 2 mois. Si on n'accroche pas et qu'on finit Europa League, ça va être une galère terrible. Et, ça va être aussi compliqué pour le prochain coach. Si on, ça va être si on compliqué est pour en le prochain Europe coach. League, on Et en ça va être reparlera compliqué en pour fin tous les joueurs de. qui vont rester aussi. Il ne faut pas oublier Et que le podium ne garantit pas la Ligue des Champions. Hein. Non, mais tu as au moins un tour préliminaire, enfin un barrage. Ouais. Et si c'est, je sais pas qui gagne l'Europa League, je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas qui est c'est devant en vous. fait, il faut que ça soit un des. Là, dans ce qui reste, en gros, il faut que ça soit soit le Napoli,
soit Chelsea, soit Arsenal qui gagnent l'Europa League. Il faut Napoli, que c'est dans mort, ces mais clubs-là, Arsenal-Chelsea, il c'est faut, possible. il, Hein. il faut que soit Arsenal, soit Chelsea soit dans le top Ouais. 4 de son championnat. Ça libérerait une place directement qualificative. Donc actuellement, vu comment c'est compliqué en Première Ligue, bon, faudrait actuellement, au moment où on se parle, ça serait mieux que ça soit Arsenal qui gagne l'Europa League. Mais bon, hein, rien n'est joué là-dedans, donc ça va être serré aussi là-bas jusqu'à la dernière journée. Confiance en Lacazette. Il va, et en Aubameyang aussi, peut-être pas. Ouais, bah si, s'il nous offre le champion, ça va. Mais Et donc, on va aborder un peu plus tard la question des joueurs, notamment celle de Nabil Fekir, qui était aujourd'hui en conférence de presse et qui fait question, notamment sur l'implication. Mais on a vu aujourd'hui, donc, en conférence de presse, on essaye de remobiliser les troupes pour réussir cette fin de saison. Et c'est aussi le cas du côté des supporters et des groupes de supporters, puisque aujourd'hui, Lyon 1950 a déclaré l'union sacrée. Toi, Limas, qui est dans le virage sud, qui est dans le virage sud, est-ce que tu sens qu'il va y avoir une union sacrée demain ou ça va être quand même compliqué? Mais c'est quoi pour vous, pour toi et pour vous, une union sacrée? Bah, c'est-à-dire quand on voit les dernières performances à domicile et les dernières prestations de l'OL, surtout contre Dijon, on a bien vu, le stade était vide, il n'y avait pas d'ambiance, c'était quand même très très compliqué. Une union sacrée, c'est un retour d'un stade, je dirais pas plein contre Angers, ça sera pas le cas, mais au moins d'un stade qui soutient son équipe du début jusqu'à la fin, au-delà du jeu et de la prestation, c'est-à-dire un public, on va dire, concerné, ce qui n'était pas forcément le cas ces derniers temps. Moi, il n'y aura pas d'union sacrée, et d'ailleurs, ils le disent dans le communiqué, et ils ne veulent pas répondre à l'union sacrée, mais je pense que l'ambiance va être meilleure parce qu'on le veut pour faire pour le club, au-delà de ça. Je pense qu'il y a une vraie séparation avec les joueurs depuis 3 ans. C'est le ressenti que j'ai et c'est le ressenti qu'on a dans les tribunes, dans les groupes. Alors, chacun le partage ou pas d'ailleurs. Mais il y a une séparation et je pense que là, ça va être uniquement pour l'ambiance. Ouais, voilà. Mais après, oui, ça va être une meilleure ambiance que dans les matchs, je pense. Parce qu'il y a Dans ce poids de. Dans le communiqué, il précise que l'union sacrée, elle n'est pas pour les joueurs qui, dans ce que tu viens de dire, ils répétaient exactement la même chose. Elle n'était pas non plus pour l'entraîneur ni pour le président, mais pour le club en lui-même, le maillot de l'OL, le club qu'on supporte. C'était soutenir l'équipe pour essayer d'obtenir une troisième. Je pense que là, quand ils demandent l'union sacrée, c'est supporter les joueurs, l'entraîneur et tout ça. Et je pense pas que ça sera le cas en fait. On va supporter l'équipe en l'institution si on préfère. Voilà comment je vois le truc. Sur ça, on connaît le président, hein, comment il arrange la chose à sa sauce, on va dire. Pour lui, une union sacrée, c'est les supporters qui sont de retour derrière le staff, derrière les joueurs, alors que c'est plus les supporters qui sont tout simplement. Mais disons que s'il y a 1-0 au bout de 20 minutes, ouais, ça marchera bien. Mais si tu es mené au bout de 20 minutes, à mon avis, ça risque pas de s'arranger, quoi. Parce que je pense que ça commence à faire beaucoup, en fait, là. En tout cas, on verra demain si l'OL va donc inverser cette spirale négative avant d'entamer le sprint final et les 5 dernières journées de championnat. On va revenir, puisque les Goncast ont été absents pendant quelques temps, on va revenir sur ce qui s'est passé, le choc, on va dire, enfin, c'était pas vraiment un choc, mais le choc plutôt positif qui s'est passé la semaine dernière et sur tous ces événements-là. On le rappelle, Bruno Genesio, on va repartir dès le début, avait demandé à être fixé sur sa prolongation de contrat avant la fin de la saison. Une date avait été fixée début avril avec le président Jean-Michel Aulas, et cette date correspondait donc à la demi-finale de Coupe de France contre Rennes à la maison. Tout le monde s'entendait sur les rumeurs qui suivaient sur le côté Bruno Genesio, prolongation du côté de l'OL. Et donc est venue cette fameuse soirée du 2 avril 2019 où l'Olympique Lyonnais, si on est anti-Genesio, a été sauvé par un Rennais, Rami Bensebaini, un match complètement fou où Rennes s'est imposé 3-2 au Groupama Stadium. Et donc s'en est suivi une conférence de presse surréaliste durant laquelle Jean-Michel Aulas a pris la parole pendant au moins une trentaine de minutes avec Bruno Genesio complètement hagard à côté de lui. Et donc la prolongation de contrat qui aurait dû être annoncée ce soir-là
n'a pas pu être faite. Jean-Michel Aulas ensuite a défendu dans les médias son coach comme il a pu pendant les jours qui ont suivi cette conférence de presse. Mais les résultats de l'OL négatifs par la suite avec cette défaite contre Dijon et cette défaite contre Nantes ont poussé Bruno Genesio samedi dernier à déclarer qu'il donc ne continuerait pas l'année prochaine à coup sûr. Est-ce que pour vous, cette situation autour de Bruno Genesio, cette prolongation de contrat ou non, ce climat complètement néfaste autour de l'OL, est-ce que pour vous c'est ça qui a flingué la fin de saison de l'Olympique Lyonnais? Je laisse la parole aux autres. Non, Yaman, vas-y, commence, on t'écoute. Bon, est-ce que est-ce que tous ces événements-là ont flingué la fin de saison? Bah oui, certainement, ça a contribué. Après, il n'y a pas que ça. Les incohérences tactiques qu'on voit ces derniers temps, on les a déjà vues. Ça fait 3 ans qu'on les voit, donc c'est pas nouveau. Peut-être les suffisances de certains joueurs, on les a depuis toujours et on les a encore aujourd'hui. Donc il y a des éléments qui sont pas tout à fait nouveaux. Mais bon, bien sûr, l'ambiance négative qui s'est propagée jusqu'aux tribunes, ça a joué un grand rôle. C'est clair, l'ambiance dans les médias, ça pèse sur les joueurs parce que les joueurs, il y en a plusieurs qui suivent les réseaux, qui suivent ce qui se dit sur eux, et ça les affecte. Même si dans les médias, ils répètent, ouais, bon, on lit, on prête pas beaucoup d'attention. Mais non, il y en a plusieurs qui prêtent beaucoup d'attention à ce qui se dit. Donc, Oui, forcément, ça, tu ça a as raison de affecté. le préciser. Je pense qu'il faut quand même que les gens le sachent. Les joueurs vont souvent dire, même Bruno Genesio, tout le monde va dire on ne regarde pas ce qui se passe dans les médias, on ne regarde pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais on a quand même une parole qui de manière globale, a un poids. On est entendu. Les joueurs ont tous des comptes Twitter, Instagram. Ils voient tous les messages qu'on envoie. Ils lisent tous. Et c'est la question qui peut se poser, c'est est-ce que le fait que le cas de Bruno Genesio ait été décidé, enfin une prolongation de 2 ans quand même, c'est surréaliste, une prolongation de 2 ans de contrat qui a été décidée par une défaite un soir en demi-finale de Coupe de France, est-ce que cette situation, on pourrait se demander si les joueurs étaient au courant? Je pense qu'ils l'étaient. Est-ce que c'est pas les joueurs qui ont lâché le coach tout simplement? Tout d'abord, moi, je suis pas convaincu du tout par cette théorie qui dit que bon, si Ben Sebaini mettait sa frappe à côté, Genesio serait prolongé. Non, moi, franchement, quand on connaît Aulas, quand on voit ce qu'il a fait depuis 30 ans, on peut se dire que cet homme-là, c'est pas un mec qui va qui va être dans la réaction comme ça, qui va jouer l'avenir du club, qui va bientôt laisser sur un événement qui peut, voilà, sur des trucs aléatoires ou presque. Pour moi, non. Pour moi, il y avait déjà l'histoire, elle contient plein d'incohérences et pour moi, l'histoire officielle qu'on connaît. Et pour moi, non, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Mais Olas, dans l'intérêt de tous, il veut plutôt que voilà que la version connue des médias soit celle-là. Et puis voilà. Mais pour moi, non, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Sur cette histoire-là, bon, après, chacun se fait son Ah, bien idée sûr. autour de Mais ça. oui, au final, on n'est pas des insiders. Au final, on peut pas savoir. On fait juste des théories. Donc voilà. Moi, je pense que cette histoire, ma foi, je pense pas qu'elle soit fausse. Olas avait en interne clairement défini 2 objectifs, c'était la coupe et le championnat. Je pense qu'il allait annoncer la prolongation, mais avec 2 objectifs. Donc, après Rennes, c'était ces 2 objectifs-là qu'il fallait remplir jusqu'à la fin de saison, et il y avait la prolongation. Là, clairement, il s'est fait éliminer. Moi, ce que je sais de sources sûres, comme on dit, c'est qu'après Dijon, voilà, ça a annoncé au groupe, mais pas au groupe de joueurs, mais au groupe de supporters, que Genesio partirait. Enfin, qu'il ne serait pas prolongé. Donc, on le savait déjà avant. Déjà, Jean-Michel Aulas, il a été clair. Déjà, Jean-Michel Aulas, il a été clair en conférence quand il a dit qu'il a utilisé des termes très précis, même trop précis parce que ça a contribué un peu à la confusion générale. C'est que Genesio aurait la possibilité de prolonger de 2 ans quand il le souhaite. Donc, il aurait eu cette offre, mais Aulas, il connaît très bien Genesio, il sait à quel point Genesio est usé par tout ce qui se passe, par toute l'ambiance. On sait que Genesio, il a engagé un agent, ou bien c'est ce qu'il se dit, je sais pas, depuis un moment. Et tout ça, c'est pas anodin pour moi. Pour moi, Genesio, enfin, je sais pas, c'est une théorie parmi d'autres et je peux parfaitement me tromper puisque voilà, je suis pas l'ami intime de Genesio, donc je sais pas. Mais il me semble que Genesio savait qu'il allait partir, mais on lui offrait quand même en guise de reconnaissance. Enfin, je parle au nom de Aulas là, pas en mon nom, parce que voilà, une possibilité de prolonger 2 ans à l'OL s'il le souhaite. Et c'est le terme que Jean-Michel Aulas a employé. Moi,
Je pense que Sur c'est. ça, moi, excuse-moi de vite Ouais. fait 2 secondes. Je sais qu'on est plutôt en général d'accord avec Jean-Michel Aulas, même sur Twitter, les gens, même s'il y a des critiques qui existent envers le président, sont plutôt en accord avec ses idées. Mais je trouve que la situation, pour une fois, je trouve qu'il a plutôt mal géré. Et moi, enfin, je peux pas dire que c'est de source sûre ou pas, mais en tout cas de ce que j'ai entendu, c'est que en interne, il avait pris la position donc de se prononcer par rapport à Bruno Genesio fin mars. Mais à ce moment-là, il n'avait pas vu qu'il y avait la demi-finale de Coupe de France le 2 avril, et donc ça tombait très mal. Il a décidé de prolonger au 2 avril en étant persuadé que Lyon allait passer au Groupama Stadium et que ça allait être une C'est belle ça. fête et qu'on allait jouer la finale de Coupe de France. Et on le voit bien dans les attitudes, Yaman, c'est criant sur après la conférence de presse, après le résultat négatif contre Rennes. On a bien vu que, enfin, dans les attitudes, que c'était complètement inattendu et que pour eux, ils n'avaient même pas pris cette éventualité que ça pouvait se passer comme ça. Et donc, à moins qu'ils nous aient joué un coup de comédie ou d'acteur, mais enfin, ça semblait quand même surréaliste que la décision de 2 ans plus une année en prolongation ou 2 ans tout court se joue sur un match, Sandokan, non? Oui, voilà, moi je suis convaincu que dans leur tête, ils allaient passer Rennes et ça se voit aussi quand le journaliste de Canal+, après la victoire à Rennes, lui dit: «Est-ce que vous savez ce qui va être annoncé?» Et lui, avec un petit sourire, dit: «Oui, parce que Ah, apparemment, je sais ça». pas si Oui, Il y a ton Sandokan micro, a par contre. un peu Sando, il y a ton bugué. micro qui est un Sando, peu. tu bugs un peu. T'es un vous peu loin. m'entendez pas? Si, t'es un peu loin, en fait. Est-ce que t'as pas rapproché ton. Là, vous m'entendez mieux? On t'entend mieux, on te redonne la parole. Je vais essayer. Oui, donc ce que je disais, Voilà. c'est que pour moi, même si Olivier a l'air de dire que ou de savoir que c'était pas que Aulas avait annoncé au groupe qu'il allait partir, je disais que pour moi, ils étaient convaincus de passer Rennes et ils étaient convaincus d'annoncer ce soir-là qu'il avait cette option de 2 ans s'il se qualifiait en Ligue des Champions. Mais pour moi, ils s'étaient convaincus de faire les 2. Ça, c'est pour Bah oui, mais moi, moi, quand je intérieurement, dis c'est certain. qu'il allait annoncer, c'était après Dijon, donc quelques jours après Rennes, hein. Mais je pense Oui, que voilà. il y a Dijon et il y a aussi. Il a annoncé ça, mais je pense que il y a toute la semaine, plus la défaite contenante. Et là, Bruno, je pense qu'il a compris direct, quoi. Je pense qu'il en pouvait plus. Je pense qu'il en peut plus. Et qu'il a annoncé directement au groupe des joueurs qu'il ne pouvait plus continuer. Et, euh, voilà. Après, c'est vrai que sur la communication, moi, j'ai trouvé un certain amateurisme, pour le coup, qui ne ressemble pas à Aulas. Sa conférence de presse, c'est pour moi assez lunaire. Je trouve On que rappelle c'est. comment s'est produit la conférence de presse, hein. Bruno Genesio et Jean-Michel Aulas arrivent en conférence de presse, les deux. Au démarrage, donc c'était pour annoncer la prolongation de Bruno Genesio comme c'était prévu. Et puis notre ami Bruno n'a absolument pas parlé de la conférence de presse. C'est Jean-Michel Aulas qui s'est débrouillé tout seul. Vous pouvez la revoir, cette conférence de presse. À un moment, il me semble qu'il fait un monologue de 10 minutes où il parle Ouais, et sans puis il question, s'embrouille il se répond à lui-même, pour il la fin. s'embrouille, il ne sait plus quoi faire. Le lendemain, il est invité sur RMC pour s'expliquer à propos de ça, il s'embrouille encore plus. Donc voilà, c'est pour revenir sur ce que tu disais, Yaman. Pour moi, Jean-Michel Aulas, c'était pas du tout préparé Non. sur cette situation. Il était mais complètement perdu. Et c'était pour moi la première fois que je voyais le Mais tu, président autant empêtré dans une mais situation tu as aussi raison sur le délicate. coup, parce qu'il pensait clairement que contre Rennes, il allait passer. C'était Mais même. sérieusement, mais soyons sérieux 2 minutes. Jean-Michel Aulas, vous savez très bien, c'est un homme d'affaires qui a plein de réussites dans sa vie, Ouais, mais il a qui le a droit de faire géré des des erreurs. entreprises parmi les plus difficiles. Il commet des erreurs parce que personne n'est à 100% pendant toute sa vie, ça c'est clair, c'est Oui, sérieux, mais c'est sûr et certain. Mais il commet Mais des attendez, erreurs. attendez, attendez, Il y a des attendez. erreurs de partout, Yaman. Et c'est un très bon Mais écoutez, président. Si on prend mais son laissez-moi bilan terminer, général. Attends, mais fini. mais laissez-moi terminer. Jean-Michel Aulas, quand il gère une entreprise et qu'en 30 ans, il arrive de la faire passer d'un club normal de Ligue 2, Ligue 1 à une empire comme il est en train de le faire avec l'OL, mais ça, c'est quelqu'un qui sait gérer les risques, qui a bien la notion de gestion de risque. Et ça, c'est la base dans la gestion d'une entreprise. Donc, est-ce que Jean-Michel Aulas ne s'attendait absolument pas à ce que l'on perde contre Rennes? Bien sûr qu'il avait cette éventualité, bien sûr qu'il le savait, mais lui, il s'attendait à ce que, bon, avec le stade plein, avec les joueurs, je ne sais pas si le stade était plein d'ailleurs, mais avec les joueurs qui sont motivés, avec des discours, avec tout ça, que voilà, l'union sacrée, le soutien des virages,
qu'on allait passer. Il était persuadé qu'on devait passer, mais il était bien au courant. Soyons sérieux, il était bien au courant qu'il y a une éventualité qu'on ne passe pas. Et pour moi, bon, je sais pas, je vais vous donner une autre théorie. Il se peut que Genesio, d'ailleurs, on remarque bien que Genesio, il tient beaucoup à son image. Enfin, il en parle tout le temps. Il a toujours eu l'espoir de pouvoir avoir gagné du crédit auprès des Lyonnais. D'ailleurs, il a répété à plusieurs reprises. Et peut-être, il se peut que si Genesio passait, si l'OL passait en finale de Coupe de France, que Genesio comptait, s'il pouvait ramener un titre à l'OL, que la tension autour de lui, de son nom, qu'elle redescende un peu et qu'ensuite il puisse continuer, qu'il puisse accepter la proposition qui serait présente à ce moment-là de Jean-Michel Aulas pour prolonger son contrat. Ça aussi, c'est une théorie. Mais pour moi, non, Jean-Michel Aulas, c'est bien sûr qu'il savait qu'il y a l'éventualité de ne pas gagner. C'est la base de gestion de risque. Qu'il y ait une éventualité, ça, tout le monde peut penser quand tu gères quelque chose. Mais je pense, je suis même quasiment sûr que pour lui, il y avait quasiment très peu de chances que ça se passe comme ça. Et il voulait aller. Il voulait aller en finale contre le PSG. Oui, il voulait aller, tout le monde voulait aller en finale. Il voulait passer, quoi qu'il arrive. Il y a très peu de chances et ça s'appelle le risque. Et le risque, elle se gère. Voilà, c'est la base de gestion. Et Jean-Michel Aulas, il le maîtrise mieux que nous tous. La conférence d'après-match, elle est ridicule. Elle est pas c'est tout. Mais la communication, elle était ridicule. Là, je suis parfaitement d'accord. Et pour moi, le problème, c'est pas la gestion, en fait, du truc de la prolongation de Genesio, tout ça par rapport à une gestion d'entreprise, je parle bien sûr, pas par rapport à notre point de vue de supporter. Mais la communication, en revanche, elle était clairement ridicule. Là, on est tous d'accord. Et le problème, d'ailleurs, comment dire, l'élément qui nous manque pour bien comprendre l'histoire, pour moi, il est au niveau de la communication, il n'est pas au niveau de la décision. C'est ce que je pense. Mais avant la communication d'Aulas, c'était toujours parfaite. C'est-à-dire qu'elle était toujours contrôlée, maîtrisée et était préparée toujours en avance. Il savait toujours ce qu'il fallait dire. Le fait qu'il se soit embrouillé pendant 4-5 jours en disant tout et son contraire, pour moi, ça montre que même sur d'autres choses, c'est-à-dire sur les décisions sportives et plus généralement du club, il y a aussi de la confusion. Pour moi, les deux sont liés. Et c'est-à-dire qu'il y a un manque de contrôle et ça dure, c'est pas une affaire de un mois, hein, ça dure depuis quelques mois maintenant, où pour moi, il y a des gros problèmes de management à tous les niveaux du club. Et ça, c'est pour moi le fait que la communication ait été si bordélique, c'est-à-dire qu'on lisait des trucs, on entendait des trucs, le monologue de 10 minutes où il disait tout et son contraire, et l'interview après sur Team Dugas, ça montre quand même un manque de maîtrise qui est en train de se généraliser à presque tous les niveaux du club. Et sur ça, on ne te contredit pas, Yaman, hein, sur ce qu'a fait Jean-Michel Aulas depuis son arrivée à l'OL, sur un bilan global. Sur un bilan global, c'est exceptionnel. Ça, il n'y a rien à dire. Souvent, tout le monde, tout le foot français a tendance à dire que Jean-Michel Aulas est sûrement le meilleur président de France. Mais je suis absolument pas en train de dire, juste pour préciser, je suis absolument pas en train de dire que Aulas ne s'est jamais trompé ou ne s'est pas trompé sur ce coup-là. Il est très peu probable qu'il se soit trompé, il n'y a pas de souci. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'Aulas, il était conscient du risque qu'il existait et il a réagi. Enfin, il avait préparé quelque chose pour ce risque-là. Il n'est pas dupe, il n'est pas aveugle, Jean-Michel Aulas. Donc, il a préparé quelque chose. Peut-être qu'il s'est trompé, peut-être qu'il a fait le bon choix. Ça, c'est un autre débat. Ça, justement, c'est notre débat. Mais Jean-Michel Aulas était conscient du risque. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais si on regarde quand même l'historique de l'OL et sur ces dernières années, Jean-Michel Aulas a fait des bonnes choses, il en a fait des moins bonnes, mais des fois, il est un peu persuadé d'une chose. Et notamment, je trouve, c'est ce qui, moi, on va dire, me surprend le plus, mais on va dire, je ne sais pas pour vous si c'est le cas, mais depuis le cas Bruno Genesio, depuis qu'il est là, j'ai l'impression qu'il est quand même très borné sur le cas Bruno Genesio et qu'il veut absolument l'imposer. Et quand tu dis qu'il avait préparé une éventuelle défaite, excuse-moi de remettre ta parole en doute, mais sur ça, je ne sais pas si Olimas et Santos sont d'accord avec moi, il n'y avait rien de préparé après le match. S'il avait préparé une défaite, pour moi, il n'y avait rien de préparé. Mais mettez-vous un petit peu, je ne sais pas si on se met un peu à la place de Bruno Genesio à côté, à la fin du match. Quand vous êtes à côté et que votre président parle comme ça pendant 30 minutes, vous avez l'impression que vous êtes puni et que c'est une honte à vivre pour un homme de plus de 50 ans et d'être l'entraîneur principal. Il y a surtout le match, en fait, parce que le match en soi, tu marques, tu te fais à chaque fois revenir. Enfin, à chaque fois, Rennes repasse devant, tu fais un match de merde. Encore, tu fais un gros match, tu as 50 occasions, tu n'arrives pas à en marquer une, mais l'après-match, c'est pas la même chose. Là, franchement, Rennes mérite la qualification. Donc, en plus, il y a ce discours à faire.
Il y a une charge à mettre aux joueurs, évidemment. Et puis, il y a évidemment la communication sur le cas Bruno. Moi, je pense qu'il a fait une connerie sur ce. Enfin, je pense que Genesio lui a mis la pression. Et pour moi, c'est quand même assez hallucinant que Genesio lui mette la pression 3 mois avant. Et il a voulu répondre. Et peut-être que, d'ailleurs, ça a été bien joué de sa part. Il a dit je prendrai la décision en avril. Comme ça, il a mis Genesio en porte-à-faux aussi. Mais voilà, pour moi, c'est un problème de communication dans l'ensemble du club. Mais il n'y a pas Colas, hein. Il y en a d'autres dans ce club aussi. Mais Oui, ça, c'est oui. encore un autre débat. Puis comme Ça, Max ça- a dit, où tu disais, il s'est borné sur le cas de Genesio depuis 3 ans. Et, effectivement, ça, je suis complètement d'accord. Mais ce qui est, et je reviens à ce que tu disais avant, c'est que ce fait d'être borné est en train aussi, se voit aussi sur d'autres aspects du club, sur la politique économique, avec le PSG, ce genre de choses. Et c'est ça qui commence à m'inquiéter, en fait. C'est que je trouve que c'est en train de se généraliser au-delà du cas Genesio. Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant pour le futur du club à moyen terme. Par exemple. C'est-à-dire que ce fait de. Avant, on recrutait toujours un entraîneur français, par exemple. Et ça reste dans sa tête, ça reste pour. Bon, on verra cet été pour qui est choisi, mais c'est un exemple du fait de ne pas vouloir évoluer avec le reste du monde du football. C'est-à-dire qu'on est encore sur cette idée qu'il faut avoir un Lyonnais ou il faut avoir au moins un mec qui est français ou qui soit français. Et s'il ne l'est pas, il faut qu'il parle français. On n'a jamais vu encore de coach étranger. C'est-à-dire que tout le monde du football, et on le voit récemment, tout le monde du football est en train d'évoluer dans un aspect très différent, c'est-à-dire tourner vers la formation, vers le recrutement des jeunes à l'étranger, avec une philosophie tactique qui est imprégnée à tous les niveaux d'un club. Et ça, nous, on n'y est pas encore, quoi. Et La formation, on y est quand même. ça m'inquiète. Oui, non, la formation, mais plutôt le Mais je niveau. comprends, Non, mais mais je comprends ce que tu veux dire. après tout n'est pas à jeter, mais c'est vrai que sur ça, sur ces derniers temps, après chacun pense et fait son avis, mais on va clore le débat autour de Bruno Genesio. Mais bon, en tout cas, je pense que tout le monde Sur est le... heureux qu'on change de coach l'année prochaine. Mais c'est vrai Voilà. que personnellement, je pense quand même que le climat je- autour de cette décision et de ce qui s'est passé ensuite, les deux défaites, le niveau d'implication des joueurs, enfin de tout ça, ça a quand même. On a je- l'impression que tout le monde a lâché pour que Bruno il s'en aille Mais je pense définitivement. pas que les joueurs ont lâché, hein. Je pense que simplement, il y a eu. Après, peut-être que certains, je pense éventuellement Memphis, parce que je pense que c'est une. Comment dire, c'est personnel avec Bruno. Et après, le reste, il a fait des choix forts contre Nantes, c'est ça. C'était des choix qu'il a assumés. Ça aurait pu tourner bien. Bon, il y a ce coup franc, on n'a pas beaucoup d'occasions, mais ça aurait pu tourner sur un 2-1 éventuellement. Euh, Là, clairement, ça fait du bien, je pense, à tout le monde, à tout le club. Faudrait pas repartir sur un autre cycle la saison prochaine avec un entraîneur qui serait pas, comment dire, où il n'y aurait pas d'évolution. Parce qu'il y a des noms qui m'inquiètent. Bon, ça, on va en parler après, mais il y a des noms qui m'inquiètent aussi. On va parler après. Là, on va plutôt parler assez rapidement au niveau des joueurs. Je voudrais vous dire ce qui a fait un peu réagir aujourd'hui sur Twitter. C'est la déclaration de Nabil Fekir en conférence de presse. Il a dit: Je ne suis pas bon en ce moment. J'accepte les critiques, mais elles ne me touchent pas. Alors, il y a deux tendances qui se dégagent. Il y a la tienne, Olimas, et celle de Yaman aussi, donc sur le fait que il reconnaît qu'il n'est pas bon et que c'est plutôt positif de dire ça. Et puis l'autre partie qu'on a pu voir aussi, on critique Nabil Fekir sur cette déclaration, sur le melon, parce qu'il vient rajouter que ces critiques ne le touchent pas. Euh, En plus de ça, on va en parler un petit peu rapidement, mais les embrouilles, les Ouais, il y a rumeurs aussi de il y a bagarre eu la qu'il y a eu bagarre. entre Fekir et Marcelo, entre apparemment Pape Cheikh Diop et Memphis Depay. Mais ça, juste un petit truc. Franchement, ça arrive dans des clubs où ça va très bien. Il y a des trucs toujours qui arrivent comme ça aussi, hein. Ça se trouve, il y a rien eu, juste une petite embrouille sur un tac à la con. Et c'était une histoire parce que là, effectivement, l'OL va très bien, il y a des tensions, mais ça se trouve, il n'y avait rien du tout, hein. On n'aura pas la formule de l'histoire, ou peut-être qu'on l'aura dans quelques temps. Mais...
Mais est-ce que c'est pas symptomatique d'un groupe qui va pas très bien parce qu'on nous dit souvent, c'est ce que Olas et le club nous vend souvent, d'un groupe où les joueurs, il y en a pas un au-dessus des autres, c'est une institution, tout le monde s'entend bien, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Est-ce qu'au fond, c'est pas un mensonge que nous sort Olas? C'est sûr. Mais est-ce que c'est pas normal dans un club de foot? Est-ce que c'est pas normal dans un club de foot? C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que quand non, mais c'est toujours normal pour moi dans un groupe, parce que chaque personne qui joué au foot un jour, il sait très bien que ce joueur-là, par exemple, il joue bien, tout le monde va l'aimer. Ce joueur, il joue mal, tout le monde va un peu le fuir. Le groupe, il joue bien, il vit bien, ils font des résultats. Le groupe va avoir une bonne ambiance. Le groupe commence à faire n'importe quoi, à perdre des matchs. L'ambiance, elle va être mauvaise. Et ça, l'Olympique Lyonnais, il n'est pas au-dessus des autres clubs. Tout le monde, ça arrive à tout le monde, dans le positif et dans le négatif. Ça arrive à tout le monde. Pour moi, c'est tout à fait normal. On est dans une période très tendue, très compliquée, très critique aussi pour la suite pour la saison prochaine de l'Olympique Lyonnais, mais aussi pour les saisons individuelles des joueurs, pour leurs transferts estivaux, etc., pour ceux qui veulent partir. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal. C'est de tensions qui peuvent arriver, il y en aura d'autres, et c'est pas la première ni la dernière fois. Il y aura ensuite de nouvelles bonnes périodes. Voilà, pour moi, c'est normal. Dans la vie d'une groupe, il y a toujours des hauts et des bas. Si on reprend le cas par exemple, de Nabil Fekir et globalement celui des joueurs, est-ce que là, après, il reste 6 journées, le coach va changer l'année prochaine, il y en a qui veulent partir. Est-ce qu'il y en a, ils vont tout simplement pas penser un petit peu de manière égoïste en se disant c'est à moi de faire gagner l'équipe, c'est à moi de faire des highlights pour ensuite pouvoir faire gonfler ma cote sur le marché des transferts et pouvoir partir au dernier moment. Est-ce que Sandokan, ça risque pas encore plus de venir compliquer la fin de saison lyonnaise? Je pense pas. Enfin, j'ose espérer que à 6 matchs de la fin, les opinions des recruteurs soient déjà faites sur un joueur et que le joueur le savent. Mais je pense pas que ça puisse affecter négativement le futur de la saison. Je pense que c'est vrai que bon, je lis aussi dans les commentaires quand les gens disent oui, il y aura pas de réaction parce que les joueurs s'en foutent plus ou moins du club et d'où il finit parce ils vont se barrer. C'est vrai que ça peut être inquiétant. C'est-à-dire que juste le fait que est-ce qu'il y a un manque d'amour, on va dire, pour l'institution, contrairement aux années précédentes quand on avait les Tolisso, les Umtiti, les Lacazette. Ça, c'est aussi possible et ça m'inquiète plus que les mecs qui veulent se montrer. Moi, je dis, on a basé 3 ans sur des exploits individuels. Allez-y, hein, donnez-vous à cœur joie, tirez de 45 mètres et mettez dans la lucarne. Moi, ça me va très bien. C'est le moment de parler de Bertrand Traoré, Sando. Voilà, un mec comme ça, s'il veut se montrer, mettre ses 3 buts de l'extérieur de la surface dans la lucarne opposée et puis se barrer, avec grand plaisir, tant qu'il nous fasse gagner. Moi, ça me dérange pas, tout notre jeu était basé sur ça. Donc pourquoi ça devrait changer maintenant? On va aborder le dernier sujet. Avant ça, on vous rappelle que Yaman, notre chroniqueur du soir, vous fait gagner 2 places pour assister à la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et Angers demain soir au Groupama Stadium. Et donc, on avait posé une question en début d'émission sur Twitter. Quelle piste vous semble la plus crédible pour être le coach de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine? Alors, on avait 4 choix: Marcelo Gallardo, Laurent Blanc, Patrick Vieira et Christophe Galtier. La rumeur Christophe Galtier est venue un peu de nulle part, mais bon, c'est celui qui semble être le moins en place, je veux dire, le moins probable. Le moins probable au vu de son ancien poste à Saint-Etienne et surtout le fait qu'il finisse deuxième avec Lille. Dans les 3 pistes les plus probables, Gallardo, Blanc et Vieira. Gallardo est à 50%, Blanc est pas très loin avec 42%, et enfin Patrick Vieira est à la traîne avec seulement 5%. Donc dans la tendance Gallardo-Blanc ou Vieira, messieurs, quel coach vous espérez pour la saison prochaine? Moi, c'est clairement Gallardo. Parce que, comme je disais avant, juste pour changer un peu la culture du club, regarder ailleurs, voir un nouveau type de football, un nouveau type d'entraînement, de faire les choses au quotidien, et puis surtout que j'avoue n'avoir regardé River Plate que 3-4 fois avec lui, mais je sais qu'il y a des gens qui regardent de très près et qui sont très grands fans. Donc je voudrais voir ce que ça peut apporter à l'OL sur le moyen long terme. Mais est-ce qu'un coach, Limas, avant de te donner la parole, si on se met dans la tête d'Olas,
lui qui cherche souvent la pérennité des choses. Est-ce que Marcelo Gallardo, dans les hommes qu'on a proposés, c'est pas celui qui propose, on va dire, le moins de stabilité, le fait que ça soit un entraîneur argentin qui prenne un jeu ouvertement offensif, mais qu'on se dise pas, je sais pas, peut-être que dans la tête d'Olas, il se dit c'est un peu un Bielsa bis, quelqu'un qui va venir et qui va repartir au bout de 2 ans. Lui qui cherche quelque chose de plutôt dans la longueur, quelque chose de pérenne, c'est pas un peu instable, Marcelo Gallardo, Limas? Instable, je pense pas. Pourquoi Laurent Blanc serait pas plus instable? Je veux dire, c'est un plus grand nom. Alors certes, il est Dans la français, tête mais d'Olas, c'est un plus grand nom. C'est un mec qui a plus d'aura, plus de charisme et qui peut faire plus d'ombre à Aulas. Ça peut être plus contraignant pour lui. Patrick Vieira, c'est plus jeune, c'est inexpérimenté. Je vois pas en quoi Gallardo. Après, effectivement, moi je serais pour reprendre Gallardo. Je pense qu'il faut changer. Après, je suis pas. J'hésite sur Laurent Blanc. Je sais pas vraiment ce qu'il peut donner. Je pense qu'il y a d'autres entraîneurs disponibles. Il y en a plein. Il y en a même beaucoup. Sachant qu'on est début avril, enfin milieu avril plutôt. T'as le temps, t'as largement le temps de trouver un coach, t'as largement le temps de faire des Dans tours. les entraîneurs que là dans toi, qu'est-ce que tu as en tête en plus de ces 4 pistes qu'on a proposées sur Ça serait, sur le compte Twitter? Bien sûr, il y a José Mourinho qui est libre, mais on va parler de cibles qui sont, on je va sais dire, dans pas. les moyens de l'Olympique. Pour toi, Yaman, Franchement, juste, je pense qu'en Allemagne, il y a quelques entraîneurs qui seraient disponibles. Peut-être que un mec comme Lopetegui, par exemple, c'est possible. Après, évidemment, c'est des noms qui sont compliqués, ça parle pas français pour la plupart, mais il faut son temps et il faut mettre. Voilà. c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte, c'est C'est ça le qu'il problème, faut ouais. se mettre un petit peu à la place d'Olas, c'est que lui, il préfère quand même les francophones. Déjà, il a un peu du mal avec les étrangers. Il a toujours précisé dans la presse que s'il allait prendre un étranger, ça serait quelqu'un qui parlerait français. Donc, c'est pour ça qu'on vous a proposé ces 4 noms. Mmh. Ces 4 noms. Sinon, bien sûr qu'il y a d'autres cibles qui sont dans le viseur de l'OL, enfin, qui pourraient être dans le viseur de l'OL. Pour toi, Yaman, parmi ces 4 hommes, lequel tu souhaites sur le banc de l'OL et quel est le plus, on va dire, probable? Déjà, ce que je souhaite parmi ces 4 hommes, je pense que c'est entre Gallardo et Laurent Blanc. J'arrive pas trop en fait à distinguer ce que je souhaite et ce que je trouve réaliste. C'est un peu un problème. Pour moi, je sais pas. Je pense que Laurent Blanc, il a peut-être plus de chances que Jean-Michel, enfin que Gallardo pour rejoindre l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas pour la raison que voilà, on reste sur deux franco-français, parce que les deux hommes se connaissent, parce qu'il y a peut-être des contacts entre eux, parce qu'il y a une expérience en Ligue 1, etc. Donc c'est des critères que Jean-Michel Aulas aime bien chez les coachs. Après Gallardo, il a aussi des arguments en sa faveur, c'est-à-dire qu'il parle français, qu'il connaît aussi la Ligue 1, que voilà, c'est le coach, c'est peut-être une future pépite pour le futur, c'est-à-dire que ça se trouve, il y a des grands clubs qui vont peut-être vouloir venir le chercher dans quelques années. S'il arrive à prouver dans un club modeste d'Europe ou dans un club, disons, pas du premier rang, donc pas dans un City ou dans un Barcelone. Donc lui aussi, même Gallardo, il a intérêt à venir à l'OL s'il a envie de partir dans un plus grand club après. Et pour vous, quel est l'entraîneur on va se resserrer plus sur Gallardo et Blanc. Si on veut garder des joueurs à l'OL, quel est l'entraîneur qui, on va dire, est le plus à même de pouvoir garder les joueurs qu'on met sur la liste de départ? C'est-à-dire peut-être les Ndombele, peut-être les Fekir, les Depay, Gallardo. peut-être avoir, on ne sait pas trop. Gallardo, Pour toi, c'est Gallardo. Ouais, Pour moi, c'est Laurent Blanc. Ouais. Pour moi, c'est aucun des deux. Bah ouais, que ça fait quand Non, mais pour moi, c'est Laurent Blanc dans le sens où il a un charisme. Alors après, je sais pas comment ça s'est passé au PSG, ça se passait peut-être pas forcément tout le temps bien. Mais est-ce qu'on a envie de retenir tous ces joueurs aussi? C'est ça, on en parlera bien évidemment avant la fin de saison des joueurs qu'on aura l'année prochaine, mais il y a aussi la question des joueurs qui va se poser au-delà de l'entraîneur. Qui va être là l'année prochaine dans le groupe de Lyon, qui faudra recruter, tout ça, on aura le temps d'en parler. Mais c'est clair que de toute façon, ces questions-là, pour les 6 dernières journées, vont être posées. On espère qu'elles ne vont pas trop polluer autour globalement de l'ambiance et de l'environnement de l'OL. D'abord, il y a cette question-là aussi qu'il faut se poser. Est-ce que pour vous,
s'il n'y a pas de Ligue des Champions, un entraîneur comme Laurent Blanc vient quand même, ou Gallardo. C'est ça les questions aussi qu'il faut se poser. C'est en cas d'Europa League ou de Ligue des Champions, qu'est-ce qui peut se passer au niveau du coach? Oh, clairement, Laurent Blanc, je pense que non, pour le coup. Mais un coach, il sait ce qu'il a à l'OL. Hein. Il sait très bien que l'année prochaine, il peut être en Ligue des Champions en ayant une bonne équipe. Il n'y aura pas non plus une concurrence incroyable. Donc, il peut y aller en Ligue des Champions avec le championnat la saison prochaine. Et même éventuellement, si tu arrives en Europa League, l'OL n'a jamais gagné l'Europa League. Hein. Donc, ça peut être un objectif aussi. Gallardo peut se taper là-dessus. Mais c'est compliqué, mais oui, c'est un peu plus contraignant, puisque pour les finances et pour aussi attirer des noms, mais quoi qu'il arrive, tu sais ce que va faire Ola. S'il va vendre pour 120 millions, on va acheter pour 60 et ça ne changera pas grand-chose. En tout cas, tu es très optimiste. Ça fait... le problème, c'est que ça se passe depuis des saisons. Alors, je ne sais pas pourquoi il changerait d'un coup, en fait. Et c'est ça aussi, c'est ça. Au-delà du coach, je pense que c'est aussi quelque chose qui pesait aussi dans la balance pour Bruno Genesio. C'est-à-dire qu'il n'était pas vraiment regardant ni très critique sur le mercato. Clairement. Si on prend un coach, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui a un peu plus une grande aura, si derrière il lui met des coups sur le mercato en disant on ne recrute pas en défense centrale comme il a pu faire cet été en promettant des choses qu'il ne va pas faire, sûrement que pour le coach, c'est un peu plus quand même compliqué tu mets Bielsa, il part vivre. Au bout de 3 heures. Hein. S'il lui dit je veux 7 joueurs, il va lui dire te faire foutre et puis ciao quoi. Mais c'est malheureux. Enfin, j'espère qu'Olas va réagir là-dessus, mais s'il y a des champions, je ne le vois pas non plus investir. Et pourtant, il va falloir investir en défense et au milieu de terrain avec de l'expérience. Et l'expérience, c'est pas Marcelo, par exemple, tu vois. En tout cas, toutes ces pistes, on aura le temps d'en discuter. On vous rappelle que 2 places sont à gagner pour le match entre Lyon et Angers demain au Groupama Stadium pour la 33e journée de Ligue 1. Lyon doit absolument remporter ce match s'il veut encore. Et il va faire très beau. C'est le point météo. S'il espère donc conserver cette 3e place. Le tirage au sort aura lieu juste à la fin de ce podcast. Merci messieurs d'avoir participé au Goncast. J'ai été très très content de vous retrouver personnellement et on espère pouvoir revenir le plus vite possible. Normalement lundi on sera là, ça sera peut-être un podcast enregistré puisque notre producteur Lucas fera encore des siennes, mais en tout cas on assurera des podcasts jusqu'à la fin de la saison. Merci à vous messieurs. Si vous avez un petit mot à dire avant la fin de ce podcast et avant le début de l'Europa League qui va commencer dans quelques minutes, donc on va faire vite. Moi, juste ça, les derniers matchs, parce qu'on a besoin quand même du monde. On a besoin de soutenir l'institution pour aller en Ligue des Champions. Et tu vois, t'es partisan de l'union sacrée. Mais union sacrée d'institution. Ouais, le reste. Sando, Yaman, un petit mot. Oui, alors pour moi, c'est surtout la saison prochaine. J'ai déjà écrit sur Twitter, en fait, j'ai autant de peur que de curiosité de savoir ce qui va se passer la saison prochaine, parce qu'on part clairement sur un tout nouveau cycle avec un nouvel entraîneur, avec un nouveau niveau avec un nouvel investissement sur un entraîneur, parce que le nouvel entraîneur, il va pas coûter autant que Genesio. On va vendre beaucoup de joueurs, on va peut-être recruter beaucoup de joueurs, on va avoir de nouveaux objectifs. Donc la saison prochaine, ça s'annonce très inquiétant et très excitant en même temps. On verra ce qui va se passer. On verra bien. Et toi, Sando, avant la saison prochaine, il reste 6 matchs. Moi, je vais mixer justement les deux avis de mes compères. C'est une joie de pouvoir refêter avec l'OL et supporter l'OL à fond de nouveau. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer cet été, parce que ce qui va se passer, ça peut vraiment changer les choses ou nous faire couler. Donc, j'ai hâte. Merci messieurs, et en phrase d'adieu avant de vous quitter, je vais vous résumer 3 ans et demi de calvaire sur Bruno Genesio. La phrase date de cet après-midi, il parlait de Ligue des Champions. J'attends pour demain ce qu'on vient de voir en Champions League, c'est-à-dire courir, jouer simple et courir. Voilà. Merci à vous, très bonne soirée et allez l'OL. I'm talking followers. The new deal's gonna follow up. Call my agent, told him double up. Price deal, we'll talk a lot. I bet his fist are going viral. They be asking who's my